2020, donc je quitte mon boulot et je crois que le confinement c'est au mois de mars, quelque chose comme ça. C'est bien, je vais montrer aux gens que l'argent n'est vraiment pas un problème. C'est ça, moi mes sous c'était vraiment me dire c'est ma sécurité, il faut pas que je les mette dans des projets. C'est vraiment faciliter le chemin. Le passage à l'action. Voilà, le passage à l'action et le chemin qu'on a, si on peut faire prendre des raccourcis, voir de manière palpable, c'est-à-dire sur le terrain, ce qu'on peut faire. Je me suis dit, voilà, comment on peut en tirer à chaque fois une opportunité. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode des Experts de la Pierre. Aujourd'hui, je reçois Yann. Salut Yann. Salut. Ça va? Impeccable. T'as un prénom très connu, tu sais? Eh oui, apparemment, il est en vogue dans le coin, ouais. Il est connu dans le coin. Donc aujourd'hui, je reçois Yann. Yann, il a un parcours assez marrant, assez atypique. Tu as tout quitté, le salariat, pour monter ta boîte en 2019. Tout à fait. Et un mois plus tard, il y a un événement magnifique qui va t'aider, qui va te pousser vers l'avant, Oui. qui va te prouver que tu avais fait le bon choix à ce moment-là. Covid, confinement. Tout arrêté. Donc au moment où tu décides de lancer ta boîte, au moment où tu décides de quitter le salariat, Tout à fait. le Covid. C'est Ça ça. va Le 12 janvier 2020, donc je quitte mon boulot et je crois que le confinement c'est au mois de mars, quelque chose comme ça. Oh oui, c'est un mois et demi plus tard, ouais. Mm. C'est ça. Comment on se relève de ça? Comment tu as géré le truc? Bah écoute, on va dire déjà que j'avais pris quand même quelques précautions, c'est-à-dire j'avais ma petite épargne de garantie, on va dire, sur une année, parce que je savais que ça allait pas forcément être un long fleuve tranquille. Et du coup, j'ai vécu les premiers mois sur ça. Et puis en parallèle de ça, du coup, comme j'avais plus d'emploi salarié et que l'immobilier, je pouvais pas en faire, j'avais monté ma petite entreprise d'électricité, on va dire, pour faire des revenus vraiment pour l'alimentaire et dédier vraiment mon temps à l'immobilier. Et j'étais en train de construire ma piscine que je faisais moi-même. Et du coup, j'avais un petit peu commencé avant à renseigner un peu des infos sur tout ça. Et en fait, j'ai fait une chaîne YouTube tout simplement sur construire sa piscine. Okay. Voilà. Et du coup, je sortais des vidéos, comment on pose les agglos, comment on fait un enduit. Et à côté de ça, j'accompagnais en fait des gens qui, à distance, qui construisaient aussi eux-mêmes leur piscine. C'était en plein confinement, donc ils n'avaient pas grand-chose à faire. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, c'est au moment où on pouvait se faire livrer un peu de matériaux et tout ça. Et puis, j'en accompagnais 2-3 comme ça, où en gros, on se faisait des visios, ils filmaient un peu ce qu'ils faisaient, je leur donnais des conseils, etc. Donc, tu n'as pas fini youtubeur pisciniste? Non, c'était pas mes ambitions premières. Parce que combien d'abonnés tu avais sur la chaîne? Parce que tu es quand même pas mal monté. Ouais, je suis monté à 11 000. 11 000 abonnés? Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Hein. Ouais, ça a bien marché. Alors après, moi, j'ai arrêté. Ça a continué à tourner de manière un petit peu autonome derrière. Mais ouais, aujourd'hui, quand j'ai coupé la chaîne, on était à 11 000, dépassé 11 000. Voilà. Donc, tu as fait ça pour t'amuser. Exactement. Et finalement, ça t'a peut-être appris après dans tes boîtes ou dans l'immobilier. Parce que là, tu es vraiment en face des gens, tu leur expliques. Donc, cette partie un petit peu éducative et pédagogique, quoi. Exactement. Ça, c'est une chose que j'ai toujours aimé. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé même avant ça à renseigner sur des blogs, des trucs comme ça, à partager un petit peu. Et ça m'a pas mal appris, oui, pour mentorer des gens, pour les suivre, pour essayer de m'exprimer au mieux de manière pédagogique quand on est en face de quelqu'un qui apprend de nouvelles compétences, en fait. Ok. On va faire un petit retour vers le futur. Pas de souci. Donc, avant l'épisode Covid, qu'est-ce que tu fais? Tu viens d'où? Quelles études? Comme tu le sais, j'aime bien montrer dans ce podcast-là d'où viennent les gens pour montrer qu'en fait, vous n'êtes pas des gens extraordinaires. Enfin, vous faites des choses extraordinaires, mais à la base, vous êtes ordinaire. Tout à fait. Alors moi, j'ai eu un cursus au niveau études. Donc, j'ai fait BEP, Bac Pro, BTS, licence en électrotechnique. Okay. Derrière, j'ai trouvé du boulot dans l'entreprise RTE, c'est une filiale EDF qui gère le transport d'électricité dans toute la France. Et dans ce travail-là, qui m'a un petit peu servi aussi pour la suite, j'étais ce qu'on appelle contrôleur travaux. Donc, on construisait des gros postes électriques et on faisait des liaisons souterraines. Moi, je ne m'occupais pas de la liaison aérienne. Et j'avais un portefeuille de chantier sur lesquels je passais pour contrôler les travaux qui soient faits par rapport au cahier des charges et dans des règles de sécurité qui sont en vigueur, en fait. C'est bien ça, pour faire après de l'immobilier et du marchand de biens. Ça m'a pas mal aidé parce qu'effectivement, dans le marchand de biens, on a pas mal de travaux. Et le fait d'avoir suivi des gros chantiers, c'était des chantiers à plusieurs millions sur 1 ou 2 ans des fois, ça m'a donné une méthode déjà et après des connaissances techniques qui m'ont servi, en tout cas sur cette partie-là par la suite. Ouais, tu as appris à être ce chef d'orchestre. Exactement. À manager plusieurs équipes, plusieurs personnes. Tu avais beaucoup de gens en dessous de toi?
Alors moi, je manageais pas des salariés, je manageais plutôt des chefs de chantier et des entreprises. Donc j'étais vraiment dans la position du client. Et c'est ce qu'on retrouve en fait quand on est marchand de biens. Hein. On est le client et il faut faire en sorte que les entreprises comprennent le mieux possible les travaux qu'on veut réaliser et qu'il n'y ait pas d'incertitude ou d'interprétation sur des cahiers des charges, etc. Quoi. Voilà. Donc ça m'a appris vraiment ça, à communiquer avec eux et à gérer un petit peu toute cette phase-là. Ok, donc ça c'est ta partie de salarié. Voilà. Donc j'ai toujours eu envie, effectivement, en étant salarié, de créer un petit peu on va dire mon propre chemin. Et donc en 2019, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle une genre de mise à disposition, ils appellent ça. Enfin ça c'est dans la fonction publique, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que la boîte me met en congé sans solde en gros pendant une durée de 5 ans et je peux faire mon activité, démarrer l'entrepreneuriat. Donc j'ai démarré, comme je le disais tout à l'heure, la partie électricité vraiment pour assurer un fonds de roulement pour vivre tout simplement au quotidien, et la partie immobilier dans laquelle j'étais vraiment encore axé sur je finissais le locatif, mais l'idée c'était de se développer vers le marchand de biens. Ok. Et comment tu as découvert l'immobilier? Ça arrivait quand ça? L'immobilier, alors je sais pas vraiment pourquoi, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Okay. Quand j'étais jeune, que j'étais en stage, je me rappelle, je parlais avec d'autres stagiaires. Moi, j'aimerais bien faire de l'immobilier plus tard. L'idée de se dire, j'ai des biens, je les mets en location, etc. C'était quelque chose qui me plaisait bien, l'univers, etc. qui tourne autour de ça. Et après, j'ai fait par des formations sur Internet. Donc la toute première, ça devait être en 2014. C'était vraiment à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec des sites internet, des blogs, des choses comme ça. Ouais. Et après, j'ai suivi Yann directement quand il a commencé à se lancer dans l'immobilier sur la partie locative. Il a fait des formations comme Power Meublé. J'en ai pris une autre avant, je ne sais plus ce que c'était, mais voilà, aux alentours de 2016. Et après, j'ai commencé à faire quelques petits investissements. Je n'ai pas été le plus gros investisseur locatif, mais en tout cas, ça m'a donné des bonnes bases pour enchaîner derrière sur la partie marchand de biens. T'es dans quel secteur, toi ? Moi, je suis à l'ouest de PACA, Bouches-du-Rhône aussi. Vraiment secteur Arles. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je fais 90% de mes affaires, on va dire, sur Arles. Okay. Voilà, c'est un secteur que je connais très bien, qui est vraiment en croissance. Il y a pas mal d'opportunités. Donc je suis allé un petit peu à droite à gauche aussi. Mais pour l'instant, voilà, mon activité principale, on va dire Arles et 15 minutes autour, quoi. T'es expert de ton secteur, quoi. C'est l'idée. C'est mieux, hein. Les relations, les prix de marché, etc. Donc, voilà. Ok. Et ce que je remarque aussi dans les gens qui font de l'immobilier, ce qui est ton cas aussi, c'est vraiment cette partie-là où vous êtes vraiment expert d'une rue, d'un secteur. Toi, c'est Arles. Est-ce que t'es la même chose, que t'es vraiment très précis dans ta recherche dans Arles? Oui, dans Arles, en fait, je connais parfaitement le marché, les zones, etc. C'est un secteur qui, de plus, est en forte croissance. Hein. Donc, c'est aussi pour ça que je m'y concentre pas mal. C'est-à-dire que j'ai pas avant le podcast fait les relevés, mais le prix du marché a énormément évolué, augmenté en 10 ans. Ce qui fait qu'on arrive à des prix de marché, on va dire, qui sont assez bien pour le marchand de biens, parce qu'on est aux alentours de entre 3 et 4 000, on va dire. Donc, dès qu'on a des travaux, on arrive à les absorber. Et derrière, il n'y a pas trop de concurrence comme dans les grandes villes, Montpellier, Marseille, etc., où on a un terrain de jeu qui est propice vraiment à ce métier-là. Et quand tu t'es lancé dans l'immobilier, c'était quoi ton objectif à la base? C'est avoir plus de temps, plus d'argent? Moi, mon objectif principal, déjà en immobilier, au tout début, après ça a évolué, mais au tout début, c'était de me dire j'ai envie de me faire une retraite. Si je veux, je peux partir à 40-45 ans à la retraite. C'était ça l'objectif principal. Il n'y avait pas le tout premier investissement, il n'y avait pas forcément d'ambition entrepreneuriale, on va dire. Et puis, c'est au fil du temps, de pratiquer un peu, que c'est venu et me dire là, j'ai vraiment des envies de liberté plus. Voilà, que de confort financier. Et c'est vraiment le côté liberté qui m'a poussé à quitter le salariat et à me lancer là-dedans, quoi. Et tu sais, j'ai un plan dans cette émission que j'aime beaucoup, qui s'appelle, tu sais, c'est les experts de la pierre, mais la première pierre. C'est quoi ton premier investissement? Tu t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle tout à fait. Donc, c'est un petit studio dans le centre d'Arles, dans un quartier, c'était en 2016, hein, donc il y a 8 ans, 8-9 ans. Et donc, c'était un quartier qui, à l'époque, avant, 3-4 ans avant, avait mauvaise réputation. Donc, j'avais acheté ça
pas très très cher, avec une rentabilité très sympa. J'ai plus forcément tous les chiffres en tête, mais je dégageais un petit cash flow, voilà, pas énorme non plus, 50, 100 euros par mois. C'est comme ça que j'ai démarré. Donc il y a pas mal de gens qui me disaient t'achètes dans ce quartier-là, etc. C'est un peu bizarre parce que voilà, il avait un peu mauvaise réputation. Mais avec le recul, je l'ai revendu en 2021 peut-être. Voilà, j'ai fait une plus-value, j'ai pas fait x2 mais pas loin. Okay. Et il a été loué tout le temps. Et maintenant, c'est devenu le quartier en vogue un petit peu de. Tu le savais ou pas du tout? Très franchement, je le savais pas forcément, mais je savais que le quartier était en pleine évolution. On était vraiment aux prémices et voilà, ça a été pour moi un super. C'est quoi les indices que tu as vus? Tu as un peu discuté avec avec les acteurs locaux principalement, okay. Les gens qui étaient sur place en fait. Et puis on voyait qu'au niveau politique, je dirais, ou associatif, ça bougeait pas mal. Il y avait de plus en plus d'événements, des trucs assez culturels, etc. Et ça s'est confirmé. Tu sentais que le quartier était en train de se dynamiser. C'est ça. Quoi. Mais comme je sentais que toute la ville, pareil, était en pleine évolution, quoi. Et tu as vu vraiment un après avec le Covid, parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de gens avec le télétravail, tout ça. J'imagine que Arles, ça va être la même chose, ça a dû pas mal exploser aussi dans ton quartier. Voilà, alors Arles, c'est pareil, il y a deux marchés. Il y a la partie historique. Ouais. Et la partie extérieure, les villages alentours, etc. Donc effectivement, la partie historique, elle est restée dans sa courbe ascendante, on va dire. Et par contre, effectivement, il y a une petite exponentielle au niveau des alentours, tout ce qui est maisons de lotissement, les masses, les villas en campagne, etc. Là, on a vu vraiment un après parce que les prix des marchés ont vraiment augmenté, quoi. Voilà. Et toi, la première opération que tu fais, tu as un objectif clair déjà en tête? Tu sais que tu veux faire de la longue durée? Ouais, c'est ça. Moi, vraiment, l'idée, c'est de faire de la longue durée et de répéter ça plusieurs fois, en fait. Voilà. Me dire, ouais, c'est mon premier appart, ça commence à bien se passer. Et derrière, en avoir plusieurs, un parc locatif, sans avoir des ambitions forcément démesurées, mais vraiment me dire, voilà, ça va me faire mon petit truc. Je me dis, voilà, je vais être à la retraite un peu plus tôt et avoir des revenus assez sympas, quoi. Mais tu pensais à ça ou tu avais déjà dans la tête le concept de plus-value latente et tout ça? Non, j'avais pas du tout le concept de plus-value latente. C'était pas du tout dans un but patrimonial. L'idée, c'était vraiment de me dire, j'avais la notion quand même d'arbitrage, etc., remboursement de capital, voilà. C'était plus cet objectif-là, mais après la plus-value, j'étais pas vraiment dans cet objectif-là. Moi, l'idée, c'était d'avoir un bien dans un secteur assez sympa et qui se loue assez facilement. Donc, ce qui a été le cas sans problème, quoi. Ok. Et comment tu passes après du locatif au marchand? C'est donc tu démarres 2016, c'est 2016, ça? Ouais, je fais quelques petites acquisitions, voilà, donc petit à petit. Et après, l'idée, c'était vraiment moi de devenir entrepreneur. C'était plus ça qui m'intéressait. Et parce que du coup, tu as été freiné avec le Covid. C'est ça, exactement. Ouais. J'ai été freiné, donc je me suis lancé. Et Covid, on a un petit peu freiné, bien que j'ai fait mes petits trucs de piscine, on va dire, à côté, qui étaient bon, voilà, c'était. Ça faisait un petit peu passer le temps. Et derrière, voilà, il y a l'incubateur qui est sorti. Et je commençais déjà à faire, voilà, me renseigner sur le marchand de biens, etc., de manière avec les notaires, avec les comptables, comment ça fonctionnait, etc. Et ça a été vraiment l'occasion pour moi rêver de passer massivement à l'action et d'avoir un objectif de me dire, voilà, d'ici 1 ou 2 ans, je fais du plein temps sur le marchand de biens. Donc, à ce moment-là, tu avais déjà l'idée de dire, OK, ma boîte d'électricité, je vais la mettre de côté. Elle a toujours été, on va dire, là, en solution repli, ma boîte d'électricité. Même si au début, ça a bien marché, il a fallu l'arrêter petit à petit. Mais vraiment, je me voyais pas faire ça. C'était vraiment l'histoire de 2-3 ans pour lancer le truc, quoi. Parce que bon, un projet de marchand de biens, mon premier projet, il a dû durer une bonne année. Ouais. Donc, si on attend 1 an sans revenu et que voilà, c'est un peu compliqué. Donc, ça me laissait d'un côté du temps pour moduler mon emploi du temps et me dire, des fois, on m'appelait pour des visites, j'étais sur le chantier, je dis, j'arrive dans 10 minutes, je posais les trucs, je partais, je revenais. Donc, ça permettait cette flexibilité-là que j'avais pas dans mon entreprise avant, en fait. Bah ouais, parce que surtout quand on fait du marchand, généralement, on dit aux gens de se dégager quand même pas mal de temps. Toi, tu as réussi à allier les deux, c'est-à-dire ta boîte et quand même gérer ton... Ouais, c'était l'avantage. Ouais, parce que ma boîte, moi, l'idée, c'était vraiment... je travaillais qu'au bouche à oreille, je faisais voilà je me surchargeais pas de boulot pour pouvoir me permettre ça, quoi. Et du coup, quand tu fais ta première opération de marchand, tu sais exactement ce que tu veux, ce que tu cherches? Pas vraiment. À vrai dire, quand j'ai commencé à chercher, j'étais, on va dire, j'avais une barrière psychologique en niveau budget, c'est que je voulais pas aller trop haut. Je me disais, je vais jamais arriver à financer, etc. Donc j'ai beaucoup cherché.
à des prix assez bas, on va dire en dessous de 200 000 euros, donc c'est-à-dire des apparts à rénover, peut-être les couper en deux, des choses comme ça. Ouais. Là, il n'y a pas beaucoup de marge, quoi. Et ouais, il n'y a pas beaucoup de marge, il y a beaucoup de concurrence. On est en concurrence avec les acquéreurs qui veulent habiter dedans, donc de suite, on est sur des marchés assez compliqués où c'est vraiment, j'ai le cas, j'y vais. Enfin, il y en a qui arrivent, mais j'avoue que c'est pas ma spécialité, moi. Et après, j'ai mis un message sur l'incubateur en parlant de voilà ma difficulté à trouver. Et en demandant est-ce que c'est envisageable de partir sur des budgets un peu plus hauts, même si je suis pas sûr de pouvoir derrière assumer le truc, quoi. Et on m'a répondu n'hésite pas à aller plus haut. Derrière, une fois que tu as un projet rentable, tu t'en sortiras toujours. L'argent n'est pas un problème. Exactement. Du moment qu'il y a la rentabilité, il y a toujours des solutions. Et donc là, je suis parti sur des trucs plutôt vers 600 000, 700 000, où il y a beaucoup moins de concurrence. Et mon tout premier bien, c'est un immeuble de 6 appartements. Donc j'ai rénové les communs. Et je les ai vendus à la découpe en l'état. Donc un truc, il y avait déjà les compteurs, il y avait déjà tout qui était fait. Donc un truc pas forcément ultra compliqué. Mais le fait d'avoir monté mon budget, ça m'a de suite enlevé pas mal de concurrence. Et après, on va dire que c'est un petit peu la partie négociation. Il y a des fois un peu de partie de chance, etc. qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma vraie première opération de marchand de biens. Et tu l'as financé comment, cette OP? Cette OP, donc du coup, c'était être en 2021 ou 2022. Je l'ai financé. Déjà, il a fallu... Parce que moi, j'avais pas forcément d'apport. J'avais pas de sous, clairement, de côté pour dédier à l'investissement. C'est bien, je vais montrer aux gens que l'argent n'est vraiment pas un problème. C'est ça. Moi, mes sous, c'était vraiment me dire, c'est ma sécurité. Il faut pas que je les mette dans des projets. Et tout simplement, j'ai trouvé le projet. J'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit c'est chouette et tout ça. J'ai dit je vais chercher des investisseurs avec Green Bull, etc. Et puis ma mère, elle m'a rappelé 2 jours plus tard. Elle me dit tu sais, ton projet et tout, je trouve ça super. Et puis moi, j'ai des sous de côté. J'aimerais participer au projet, quoi. Voilà. Donc elle a participé au projet. Et après, il y a ma femme qui a eu un peu le même discours. Donc on a fait une société, une SAS, qui existe toujours aujourd'hui, avec lequel on a fait d'autres opérations. C'est la seule qui, on va dire, continue dans le temps. Ouais. Et en gros, j'ai récolté, on va dire, je crois que c'était à peu près 30% d'apport. Et derrière, je suis parti sur un crowdfunding. Voilà. Donc, financement participatif. J'ai rencontré le responsable d'une plateforme qui nous a publié. Des gens ont participé à notre projet. Et derrière, j'ai dû acheter au mois de décembre. Et derrière, je pense qu'au mois de juin, tout était débouclé. Tout était débouclé, ouais. Donc c'est allé assez vite et c'est très très bien passé, quoi. Donc c'est un mix de SAS familial, pardon. C'est ça, exactement. Ouais. Un mix de crowdfunding, mais bon, voilà. On le dit tout le temps, quand vous cherchez à faire des projets, surtout en marchand, l'argent n'est pas un problème. Je sais que ça choque beaucoup de gens quand on le dit, mais c'est vrai. L'argent n'est pas un problème, ça se trouve. Il faut que le projet soit rentable. Si le projet est viable, ça va tourner. Donc je reviens un petit peu sur ta période Covid. Donc toi, tu quittes tout, tu veux lancer ta boîte, tu prends le Covid. J'imagine que ça, c'est des choses qui t'ont servi quand tu t'es lancé dans l'immobilier. Enfin, le fait d'avoir pas un échec, mais toutes ces difficultés qui sont arrivées. Comment tu t'en sers aujourd'hui? Clairement, c'est déjà la patience, d'être patient, parce que l'immobilier, forcément, il y a des délais quand on va poser des permis, etc. C'est long, il y a des choses qui peuvent se compliquer, des aléas qui arrivent et qui sont pas forcément de notre fait. C'est ce qui m'est arrivé quand je me suis lancé et qu'il y a eu le Covid, je pouvais rien faire. Donc l'idée vraiment c'est d'être cool avec ça. Tu t'es pas dit j'arrête tout, je repars dans le salariat. J'avais une idée de merde. Non, voilà. Non, je me suis pas du tout dit ça. Je me suis dit comment on peut en tirer à chaque fois une opportunité. Voilà, j'ai fait ma chaîne YouTube, donc en termes de rémunération, ça m'a fait gagner 4 sous, c'est pas ça qui m'a fait forcément vivre, mais ça m'a fait développer des compétences. En marketing, j'imagine. En marketing, j'ai appris tout ce qui est tunnel de vente, machin, j'ai appris tout le truc. Et après, c'est bien parce que quand tu as fait YouTube et que tu dois pitcher d'investisseurs, que ce soit en crowdfunding ou même... parce que là, les gens peuvent dire, c'est facile, il a closé sa femme et sa mère, mais les proches, c'est les pires. C'est plus dur. Ouais. C'est plus dur à closer. Et après, j'ai closé, c'était plus la famille après que j'ai closé. Ouais, voilà. Non, mais effectivement, mais même à parler, il y a peut-être en 2020, j'aurais pas fait comme on est là ensemble à discuter ou de manière beaucoup plus stressée. Et là, ça me permet d'expliquer de manière beaucoup plus à l'aise, même si c'est pas toujours parfait, mais l'idée, c'est que vaincre un peu sa timidité et le regard des autres aussi. Parce que mettre une vidéo sur YouTube, au début, on est tout le temps assez réticent.
Ouais, Et puis qu'est-ce que les là, gens voilà, vont penser. qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont se foutre de moi, voilà. Ah, Et, t'attends les premiers commentaires, t'es comme ça. c'est ça. Et c'est pas forcément les commentaires, moi, qui m'inquiétaient, c'était plutôt le fait, je me suis dit, un jour, quelqu'un va tomber dessus, quoi. Et quelqu'un que je Parce connais. qu'au début, c'est mignon. Ouais, Quand tu fais 300 vues, c'est ça. on s'en fout. Hein. Et quand tu commences à avoir 11 000 abonnés, Carrément, ouais. bon, ok, c'est pas 1 million d'abonnés, on est d'accord. Non, c'est quand sûr. même, Et moi, c'était vraiment le fait de me dire, putain, pardon, je vais tomber. Il y a quelqu'un qui va tomber dessus, qui me connaît, et parce que je l'ai dit à personne que je faisais ça. Et un jour, je crois que j'ai un pote qui tombe sur mes vidéos sur YouTube. Et au lieu de m'en parler comme ça, tu sais, en fait, je trouve ça génial. Donc la réaction, je l'ai vue après, il m'a appelé et tout. Bien, c'est génial ce que tu fais, etc. Et en fait, il l'a partagé sur Facebook. Donc d'un coup, j'ai eu des partages de toute ma communauté perso, on va dire. Ouais. Tous mes potes qui ont tout partagé. Je me suis retrouvé comme ça devant tout le monde en train de faire mes vidéos qui n'étaient pas toujours parfaites. Parce que j'étais vraiment avec mon smartphone et je parlais comme ça devant la caméra. Et en fait, j'avais une appréhension et ça a été tout le contraire, quoi. Les gens, ils ont été super sympas. Ils ont dit bravo pour ce que tu fais et tout. C'est courageux. Puis tu parles bien, t'expliques bien, etc. Donc ça m'a vachement conforté dans le regard avec les autres, en fait. Là, tu prends un boost de confiance en Exactement. soi, qui est cool. Et ce qui fait qu'après, c'est plus facile d'aller parler devant du monde, c'est plus facile d'expliquer des choses. Et c'est vrai que... quand tu dois aller sur le terrain, démarcher les agences, parler avec les agents immobiliers, enfin tout ça, ça va maintenant. Mais ça fait un peu comme au début quand on démarre le marchand de biens et qu'on se sent pas trop à l'aise avec tout ça. L'idée, c'est de paraître le plus pro possible. Hein. D'ailleurs, Yann, il le dit souvent, il faut paraître pro avant de le devenir. Hein. L'idée, c'est au début, on peut pas être pro, on démarre. Donc il faut qu'on le paraisse, à savoir de quoi on parle techniquement, etc. Et en plus, dans l'immobilier, c'est assez simple en fonction du public qu'on a en face, c'est-à-dire dans les visites et tout ça avec les agents, de paraître assez pro quand on maîtrise ces sujets techniques, TVA, etc. Tu as une méthode, toi, justement, pour paraître pro ou même en général, quand tu fais des opérations de marchand ou du locatif, tu as une structure que tu suis? Maintenant, avec l'expérience, c'est un peu plus simple. Parce que j'ai des opérations que j'ai déjà faites, j'ai des gens qui me connaissent sur le secteur, voilà. Oui, ça vient à toi. Voilà, Green Bull devient un peu plus connu en termes de marchand de biens, même chez les agents immo, parce que les agents immo se renseignent certains un petit peu sur le marchand de biens, mais celui qu'il faut cibler principalement, c'est l'agent immobilier, savoir le mettre de son côté. Et au début, moi, ce que je faisais clairement, c'est que je faisais des visites et je relevais des points techniques que des investisseurs classiques, on va dire, sont pas forcément avertis, et bien souvent les agents IMO non plus. On parle beaucoup de la TVA qui est un sujet chez le marchand de biens, mais quand on a des trucs où on a tout à retaper, etc., du moment qu'on commence à lui expliquer les fonctionnements généraux de la TVA, l'agent IMO il se dit direct, ah ouais, lui il sait de quoi il parle, quoi. Alors même si on n'a pas pratiqué, on sait juste la théorie, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est l'idée que je m'en fais pour paraître pro devant l'agent IMO et qu'on nous prenne au sérieux. Et quand tu commences le marchand de biens, tu me disais que tu t'es formé à ce moment-là? Oui, exactement. Donc j'ai pris l'incubateur. Donc il y avait les formations, je ne sais plus combien il y avait d'heures à ce moment-là. Donc il y avait les formations. Et derrière, je suis allé sur le terrain chercher des biens, quoi. Chercher des biens en action directe. Ouais, en action, rapidement. Moi, c'était un truc que je voulais depuis longtemps, donc je me suis dit, c'est l'opportunité rêvée, quoi. Je devais être parmi les... je me rappelle qu'il avait fait un visio pour lancer le truc et j'ai commandé direct le soir, quoi. Le soir, j'ai commencé. Et après, j'ai pris la formation. J'avais fait l'académie avant, des investisseurs rentables. Et j'ai fait la formation. Toi, tu as fait le parcours logique. Donc, tu as commencé par le locatif. Puis après, tu t'es professionnalisé dans le marchand. Et on le voit, en fait, à travers ton parcours. Parce que le marchand de biens, c'est un entrepreneur. Donc, toi, tu avais l'idée déjà de monter ta boîte, d'être entrepreneur. Tu as juste été pas entrepreneur dans l'électricité, mais dans l'immobilier. Exactement, c'est une question que je me suis posée à un moment donné. Est-ce que l'électricité marche bien? L'immobilier, je vois qu'il y a des belles perspectives pour moi parce que mon premier projet a bien marché. Est-ce que je grossis l'électricité, je prends des salariés, je grossis le truc? Ou est-ce que je pars à fond dans l'immobilier? J'ai pris le virage immobilier pour des raisons ça, tu regrettes pas? Financières déjà, parce que non. Disons qu'on arrive à faire des rentabilités sur un an, avec mon entreprise d'électricité, j'aurais mis, 5 ans à le faire, quoi. Voilà. Et on se rend pas compte de l'exponentialité de l'immobilier, quoi. Ouais. Et deuxièmement, c'est le côté chronophage et répétitif de l'entrepreneuriat, on va dire, dans le bâtiment. Devis, on suit les travaux, management, etc. Après, on rentre dans
dans une routine que je trouve dans l'immobilier, il n'y a pas. Dans l'immobilier, Parce que c'est pareil, hein, tu visites, tu fais des offres. C'est pas du tout pareil pour moi parce que Tu moi, revends. j'adore déjà apprendre des choses, approfondir des domaines. Et dans le marchand de biens, par exemple, on doit maîtriser des travaux. Alors, on ne doit pas être expert dans tout, mais on doit savoir gérer les travaux. On doit avoir du juridique, de la comptabilité, de la structure juridique, etc. Avoir un bon relationnel commercial, savoir vendre. Aller lever des fonds. Voilà, vraiment chef d'orchestre qu'on retrouve peut-être un peu moins ou de manière beaucoup plus répétitive et monotage dans le bâtiment, quoi. Donc, ça fait depuis maintenant, quoi, une dizaine d'années que tu fais de l'immobilier. Ça va faire bientôt 9 ans, exactement. Ouais, 9 ans. Et depuis quand vraiment tu t'es professionnalisé, tu fais que du marchand ou tu as fait le split justement le split, moi, il s'est fait en 2022, 2023. Ça s'est pas fait de manière franche et voilà. C'est-à-dire que du moment où j'ai pris la décision, ma partie électricien a diminué, ma partie marchand de biens a augmenté jusqu'à arriver à 0. On va dire qu'en 2023, j'avais terminé la partie électricité. Mais j'aime bien ton profil parce que j'ai d'autres profils qui sont beaucoup plus agressifs, qui cut tout et qui vont à 100%. Ouais. Toi, tu montres aussi qu'on peut avoir les deux. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut le faire progressivement et que toi, tu l'as fait de manière intelligente. C'est-à-dire qu'au moment où tu as vu que l'immobilier rattrapait les revenus de l'électricité, tu t'es dit, bon, là, c'est vrai que où est-ce que je peux scaler le plus fort? Ça reste quand même l'immobilier, parce que l'immobilier est un véhicule qui est extraordinaire quand on le fait bien en termes de création de richesse, de création de temps, parce qu'une fois que tu as ton projet lancé, tu n'es pas sur le chantier. Hein. Tu as des équipes qui le font pour toi, j'imagine. Oui, effectivement. Je vais pas Donc, faire. toi, tu n'es plus là et tu es déjà passé sur l'autre OP. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as une OP type? L'OP que tu préfères, c'est laquelle? Alors, moi, pour le coup, j'ai vraiment pas d'OP type. Je fais vraiment à l'opportunité. Mais pour moi, celle qui est la plus simple, qui n'est pas forcément la plus simple à trouver, mais c'est clairement la division d'immeubles, quoi. La première opération que j'ai faite comme ça, voilà, un peu de travaux dans les communs, ça dure pas longtemps. J'ai pas eu de démarche urbanisme à faire parce que tous les compteurs étaient posés. Et derrière, les ventes se sont fait super vite parce que les apparts n'étaient pas foufou. Il fallait refaire une petite cuisine, une petite salle de bain, mais ils étaient quand même dans un état... Pas de gros travaux. Voilà, pas de gros trucs. Pas de gros trucs, ce qui fait que ça effrayait pas les acquéreurs. Ils faisaient un petit devis travaux pour faire une belle cuisine et refaire leur salle de bain. Et ils avaient leur appartement qui était clean, quoi. Et pour moi, c'est toi qui as revendu? J'en ai revendu 3 parce qu'en fait, j'avais pas... on apprend petit à petit, hein, j'avais pas la clause de précommercialisation. Donc, je pouvais pas donner mandat à une agence. Mais j'avais l'autorisation de la propriétaire en off. Elle me disait, si toi, tu veux commercialiser de ton côté, je suis d'accord, tu as les clés, tu peux faire les devis, etc. Elle était d'ailleurs super gentille, la propriétaire, parce qu'elle avait reçu une offre, pour le coup, je crois, 40 ou 50 000 euros de plus que la mienne. Et pourquoi elle a accepté la tienne? Alors, elle a accepté. D'ailleurs, l'agence était un peu choquée, quoi. Elle m'a dit, c'est rare de rencontrer des gens comme ça. Parce qu'elle, c'était un bien qu'elle avait hérité. Elle avait gardé 10 ans. Elle avait fait son argent dessus, on va dire, entre guillemets. Et que c'était un marchand de biens un peu plus expérimenté qui était arrivé avec ses grands chevaux, sa grosse chaîne en or. Enfin, voilà, le cliché un petit peu du requin. Et elle n'a pas eu un bon feeling avec elle, tout simplement. Et l'agent immobilier m'a dit, ouais, en fait, elle s'est dit, vous êtes jeune, vous vous lancez. Elle a dit, je préfère le vendre aux jeunes qui a l'air très sérieux et tout ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'opération. Elle m'a coûté, je l'ai acheté 405 000 euros. Elle devait avoir une offre à 455, 450, un truc comme ça. Et t'as revendu combien? Et j'ai revendu 640 à la découpe. Voilà. On a dû faire quelques travaux dans la cage d'escalier, quelques réparations de toiture, à hauteur de 30 000 euros de mémoire. Après, un peu des frais financiers et tout ça. Et voilà, on a fait une belle opération, 24% de marge. Voilà. En 10 mois, 12 mois. Du coup, on a signé, ça doit faire une petite année. Petite année, on a dû signer le compromis en septembre. J'ai acheté définitivement en décembre. Et derrière, j'ai tout revendu. Tout était revendu en fin juin. Voilà. Donc sur cette période de temps, tu as pris combien? On a dû faire une marge, je dis les chiffres comme ça, mais ça devait être dans les 140 000 euros de marge. Ah. Une belle année. Hein. Très sympa. Un peu plus de 10 000 balles par mois. Hein. En mode salarié. C'est ça, non mais carrément. Ouais. Comme quoi c'est rentable, c'est cool. Et je rebondis sur la partie où tu as réussi à battre le promoteur ou le gros, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose dans le marchand qu'on voit beaucoup. Le David contre Goliath et le David qui bat Goliath tout simplement parce que il a, comme tu dis, un projet peut-être plus humain,
plus proche des gens. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais dans l'immobilier en France, ça appartient souvent à des anciens. S'ils ont vécu peut-être toute leur vie là-dedans. Et il y a une dimension un petit peu sociale. Donc, la dame, si elle vend à quelqu'un qui va un peu plus respecter la mémoire du bien, ah ben, elle s'en fiche de 50 000 euros en plus. Elle veut, ok, c'est mon grand-père qui l'avait, ou c'est, tu vois. Généralement, c'est ça, on le voit. Il y a plein d'opérations où les marchands, avec une dimension sociale un peu plus grande, un peu plus humaine, arrivent à passer devant les gros promoteurs. Et, oui. Et d'autant plus qu'il y avait une dimension humaine qui était prépondérante dans ce cas-là, c'est qu'en fait, il y avait 3 locataires qu'il fallait faire partir à ce moment-là. De manière amiable. Et voilà, elle pense qu'avec l'autre, ça aurait pas du tout fonctionné parce qu'il serait arrivé un peu comme un bourrin, quoi. Et voilà. Allez hop, ça donc dégage. nous, on est allé vraiment négocier. Je suis allé avec elle et tout, tous les deux. On est allé voir les 3 locataires négocier leur départ à l'amiable. Donc, il y en a un qui était en couple, ils voulaient se mettre ils étaient en studio, donc on les a aidés. Enfin voilà, on a aidé tout le monde. L'idée, c'est pas d'être des gros bourrins et d'arriver, de mettre tout le monde dehors et de faire son beurre sur le dos des gens, c'est qu'à la fin, tout le monde soit content, que ce soit les locataires, la propriétaire et nous. Les locataires, t'as trouvé quoi? Tu les as aidés à se reloger? Ouais, les 2 premiers, il y en a un qui voulait acheter, il avait en projet d'acheter, ça, on va dire que ça l'a un petit peu boosté pour ça, il s'est dit, je vais chercher, et il l'a trouvé très rapidement. Les 2 autres, ils étaient dans un petit studio, ils venaient de se mettre en couple, qu'ils ont dit, nous, on va plutôt prendre un T2, donc effectivement, c'est l'occasion pour nous de partir. Et le 3e, c'était un cas un peu plus compliqué qui était sous curatelle, je crois que c'est celle-là, la partie la plus légère. Lui, par contre, je l'ai vraiment accompagné pour sa relocation, lui a trouvé un autre logement, je l'ai aidé dans son déménagement, etc. Donc, tu as fait les recherches et tout? Ouais, j'ai fait les recherches. J'ai même allé avec mon camion, lui porter des meubles. Il a déménagé juste à côté, mais pas très loin. Mais, voilà. Donc, il y a cette dimension-là aussi qui est assez importante. C'est important parce qu'on parle toujours dans l'immobilier d'argent, toute cette valeur, mais bon, il y a quand même des valeurs, quoi. Et oui. Des valeurs humaines qui sont importantes. Et de toute façon, si tu veux réussir et durer, peu importe ce que tu fais dans la vie, c'est quand même important d'avoir ces valeurs-là, quoi. C'est ça. Écoute, on a fait le point. Alors, t'es youtubeur, tes heures perdues, t'as fait du locatif, t'as fait du marchand, enfin, tu fais encore du marchand. C'est quoi tes projets là pour les 2-5 prochaines années? Moi, déjà, c'est de continuer le marchand. Ouais. Voilà, ça va être toujours vraiment mon fil conducteur. Toujours à Arles? Toujours à Arles pour l'instant. Après, effectivement, j'ai des ambitions, on va dire, à moyen terme, d'aller un peu, je sais pas exactement où, mais voilà, toujours pareil, les opportunités en fonction du réseau, etc., qui pourraient m'amener dans d'autres villes, qui m'intéressent, que j'ai dans un coin de ma tête. Et après, l'idée, c'est déjà de me diversifier. Donc, j'ai commencé là, cette année, en 2025, en rachetant des parts d'une agence immobilière et en ouvrant une structure travaux. Donc, en fait, je me suis associé avec une personne qui avait l'agence et l'entreprise de travaux. Et tu essaies de tout verticaliser, quoi. Voilà, et donc l'idée, c'est que moi, on s'est associé, on va dire, un peu plus à long terme sur les projets. Et moi, je gère toute la partie immobilière et lui, il gère toute la partie travaux, qui est une partie très, très chronophage, parce que lui, il avait déjà sa structure travaux qu'il a fermée pour... Attends, on a compris que tu voulais pas les tâches répétitives. Ah non, ouais. Tu veux créer. Non, c'est que le bâtiment, j'en ai fait beaucoup et voilà, je suis plus dans les projets. Voilà, toi, c'est les projets qui t'éclatent. Ouais, c'est ça. Et du coup, sur l'entreprise travaux, on est 3 et on prend des projets. Moi, je suis là, on va dire, en appui. Et vraiment sur la partie agence où j'ai un peu plus la main, je suis un peu les commerciaux, les projets de marchand de biens. Et là, j'ai des projets de locatifs aussi. Surtout professionnels, donc construction d'entrepôts, bureaux et des choses comme ça, voilà, pour vraiment diversifier un petit peu mon activité et tout en continuant le marchand de biens avec des projets qui vont arriver là prochainement. Ouais. Et comme c'est pas assez, toi, t'accompagnes aussi les gens. C'est ça, exactement. T'as du temps. Voilà. Non, mais après, c'est toujours pareil, on peut avoir plusieurs projets, mais je suis jamais seul sur les projets en fait. Dans tous les projets de marchand de biens, j'ai des associés. Les travaux, j'y suis, mais vraiment, c'est pour faire, on va dire, créer. Comme ton ancienne vie, ton ancien métier, c'est contrôler, quoi. Contrôler, ouais, c'est ça. Alors, je contrôle pas, c'est assez péjoratif, mais c'est un petit peu. Chacun a ses choses à faire et on s'entraide, on se concerte sur les stratégies de l'agence, de l'entreprise de travaux et sur des projets immobiliers. Donc, ça aide sur pas mal de choses, le fait d'être marchand de biens. Ça nourrit un peu tout le monde. L'idée vraiment, c'est de créer un écosystème travaux, agences, marchands de biens. Ouais, où tout le monde gagne. C'est pas des structures que j'ai créées pour mes projets, mais ce qu'il faut se dire, c'est que des structures qui existaient déjà,
et qui vivait sans moi, entre guillemets. Donc là, ça me permet d'avoir la main un peu sur tout et d'amener du chiffre d'affaires aussi à ces structures. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et après, il y a la partie mentorat, effectivement, avec Green Bull, pareil, qui m'intéresse pas mal. Toi, t'es mentor, donc s'il y a des gens qui sont dans la région d'Arles, bah, vous avez une machine ici présente qui va vous accompagner, qui va vous aider sur le terrain à trouver des biens, à structurer. Donc Yann est là pour vous accompagner. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que toi, depuis le début, tu l'as compris, hein, quoi, l'association, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est-à-dire que ça te permet de faire plein de choses, d'être dans plein de projets. Mais comme tu l'as dit, comme tu es associé, c'est un petit peu ce que tu fais dans le mentorat avec nous chez Green Bull. C'est t'associer avec des gens. Et l'idée, c'est de leur donner un petit peu ton savoir, ton expertise, ton expérience. Bah, c'est ça, c'est vraiment faciliter le chemin. Le passage à l'action. Voilà, le passage à l'action et le chemin qu'on a. Si on peut faire prendre des raccourcis, voir de manière palpable, c'est-à-dire sur le terrain, ce qu'on peut faire. Voilà, parce que prospecter, le voir en vidéo, c'est une chose, le faire dans la réalité, c'en est une autre. On n'a pas toujours le profil parfait en face de nous qui va répondre à toutes nos demandes. Des fois, il faut aller creuser. Des fois, on a des gens qui sont complètement fermés. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a des anecdotes quand on va prospecter qui sont pas mal. On en a eu la semaine dernière parce qu'on a fait une semaine un petit peu avec les ambassadeurs. Donne-nous une anecdote. On adore ici. Ah ben, on me l'a raconté parce que pour le coup, j'y étais pas, mais le marchand de biens a quand même des côtés un petit peu et parfois mal vus. C'est d'ailleurs un nom que certains cherchent à changer en parlant de promoteur rénovateur, je crois. Des fois, il y en a qui disent un peu ça pour plus dire marchand de biens. C'est-à-dire qu'il y a des agences, ils veulent pas travailler avec les marchands de biens. Donc, pour ne pas le citer, Maxime, qui est aussi ambassadeur, on était en prospection la semaine dernière avec plein de néo-marchands de biens sur Montpellier. L'idée, c'était de trouver un bien rentable. Et on a fait une semaine à faire que prospecter, visite, offre, etc. Et ils sont rentrés dans une agence et ils ont commencé à parler avec la commerciale. Et il y a le patron qui est arrivé derrière en parlant à la commerciale et lui a dit ne parle pas avec ces gens-là, je t'expliquerai. Voilà, en gros, c'est pas des gens bien. Il faut. Et donc là, quand on arrive dans ces cas-là, c'est un peu bizarre parce qu'on ne sait pas quoi dire. Puis faut savoir passer à autre chose et pas se dire ça va être pareil sur tous les trucs. Voilà, il y a quelquefois on sort à des murs, à des difficultés qui peuvent être soit évitées, soit être franchies de manière psychologique et rester toujours avec le bon mindset et la même envie d'aller chercher une bonne OP. C'est pas pour ça que derrière ils sont pas sortis et aller voir une autre agence directement et renchaîner. Si la porte d'entrée s'ouvre pas, on passe par la fenêtre. Si la fenêtre s'ouvre pas, on passe par le toit. Ouais. Non, mais voilà, c'est un petit truc qui peut des fois décourager. Il faut pas s'arrêter à un nom parce que des noms, on va en prendre tout le temps. Hein. Comme tu dis là, tu donnes l'exemple de l'agence. Ça peut être l'exemple de la banque. C'est pas parce que le Crédit Agricole que tu as dit non que la Société Générale va pas te dire oui, que la Caisse d'Épargne va pas te dire oui. C'est tout le monde travaille différemment. Là, cet agent IMO, il n'a pas la vision du marchand, il les aime pas. Qu'est-ce que tu veux C'est ça, voilà. Ça arrive, hein. Non, mais voilà, l'idée, ça c'est un exemple, mais pareil, pour les banques, hein, surtout quand on débute, on sait pas trop à quoi s'attendre et on se dit que parce qu'on a pris 5 noms, ça va être le 6e va être non aussi, alors que c'est pas du tout la réalité. On arrive toujours à trouver des solutions avec de la persévérance. En tout cas, je te remercie d'avoir été avec moi, Yann. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez faire des opérations de marchand à Arles, dans la magnifique région d'Arles, Avignon, on peut pousser ou pas? Avignon. Pas loin. Ouais, non, mais après, je couvre quand même, en termes de. Non, moi, je sais que tu couvres large. Voilà, je couvre large, même en termes de. Voilà, il y a des fois où je suis allé faire des visites sur Marseille, parce qu'on m'avait appelé, parce que, il y avait un truc qui pouvait être sympa. Donc aujourd'hui, moi, je suis cantonné à ça, mais derrière, Voilà, donc si vous voulez faire des projets IMO, si vous voulez être suivi par Yann, vous êtes dans la région d'Arles et que vous voulez passer à l'action, il est là pour vous accompagner. Bien entendu, il faudra des bons projets, hein, vous avez compris, hein, le nerf de la guerre, c'est le projet. Après, on trouvera le financement, on vous accompagnera, on vous poussera, on vous aidera à passer à l'action, mais tout part de vous. Vous êtes la base du projet. Et on l'a vu avec toi, avec Yann, hein, tu as lancé plein de trucs, tu as fait plein de choses, et aujourd'hui, tu arrives à faire pas mal d'opérations marchands. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. C'était super cool de t'avoir, et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode des Experts de la Pierre. Ciao.